Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix. Bonjour Robert Ejnès. Bonjour Alexis. Vous êtes une figure très connue de la communauté, je vous présente pas, mais si quand même. Vous avez deux casquettes actuellement importantes. Vous êtes président exécutif du CRIF. Directeur exécutif. Directeur exécutif du CRIF, pardon, et président de la communauté de Boulogne, Boulogne-Billancourt. Vous êtes en train d'ailleurs de mener un projet fabuleux, qui est la création du centre culturel juif de la ville de Boulogne. C'est vous qui le pilotez, il vous tient à cœur depuis plusieurs années et là, il est en voie d'achèvement. On pourra d'ailleurs fêter ça avec vous au moment de Hanouka de l'année prochaine. Donc ça vient vite. On va en parler bien sûr dans une deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on va commencer évidemment par l'actualité qui tient à cœur à tous les Français. C'est les perspectives politiques et géostratégiques de l'État d'Israël. On est peut-être dans une situation un peu paradoxale, Robert Ejnès, où d'un côté, l'État juif n'a jamais été aussi florissant, c'est la 8e puissance mondiale, et de l'autre côté, jamais autant entouré d'une lame de fond d'hostilité, et une hostilité, il faut bien le dire aujourd'hui, qui est très largement organisée par le régime iranien. Tout à fait, mais je crois que l'État d'Israël a toujours été entouré de cette hostilité, de ses ennemis. Je crois que la lame de fond, comme vous dites, elle est plutôt positive. Oui. Au contraire, bien entendu, on a l'Iran qui est en train de mener une guerre contre Israël et qui essaye de réunir le maximum d'ennemis. On l'a vu avec le nouveau président tunisien la semaine dernière. Mais on a quand même une somme quand même de rencontres, de données positives qui doivent aussi nous interpeller. Alors commençons pour nos auditeurs par le pas positif, le plus inquiétant. C'est effectivement ce que vous nommez l'hostilité iranienne et disons de l'axe chiite. Un mot quand même, vous avez le sentiment que au-delà de la région stricto sensu du Moyen-Orient, dans une partie du monde arabe, il y aurait des contre-révolutions en quelque sorte anti-israéliennes qui seraient en quelque sorte téléguidées par Téhéran. C'est votre sentiment par exemple concernant la Tunisie? Bien sûr. Bien Carrément. Sûr, vous pensez que l'actuel exécutif tunisien, sur lequel il y a beaucoup à redire, mais serait en lien au fond avec l'axe chiite? Quand le président de la Tunisie nous dit que toute rencontre avec Israël, tout contact avec Israël relève de la haute trahison, je pense qu'on comprend effectivement où est son axe et d'où ça vient. Dans un monde justement arabo-musulman qui se cherche et qui aujourd'hui se divise sur la question d'Israël de manière tout à fait intéressante. Alors on va pas rester trop longtemps que sur les mauvaises nouvelles, mais enfin on va les évoquer tout au long de cette émission. On est très proche d'une échéance électorale importante, pour l'instant pleine de suspense parce que peut-être que ces troisièmes élections vont être le prélude à des quatrièmes si elles ne départagent pas les principales formations en présence et notamment bien sûr Carole Lavan et le Likoud. Mais restons sur la menace géostratégique globale, le contexte géostratégique global. Vous avez raison. Il faut voir aussi la moitié du verre qui est pleine. Et la moitié du verre qui est pleine, c'est qu'une partie du monde arabe sunnite est en train d'évoluer vers des positions, on pourrait dire, philo-sionistes, absolument inédites dans l'histoire du monde arabe. Oui, mais je crois des positions très pragmatiques. C'est-à-dire? Je crois que Israël, 8e puissance du monde, vous l'avez rappelé tout à l'heure, joue un rôle dans le monde. Tout simplement. Attractivité d'Israël, et l'attractivité d'Israël pour ce qu'elle apporte au monde, en termes de sécurité, en termes de défense, en termes militaires, en termes scientifiques, je veux dire dans tous les domaines dans lesquels Israël excelle, on s'aperçoit bien qu'il y a de plus en plus dans les pays arabes de voix qui s'élèvent pour dire oui, mais on peut pas être contre Israël. Donc, comme disent nos amis américains, if you can't beat them, join them. Donc, si vous ne pouvez pas être contre eux, autant être avec eux. Alors, s'il faut détailler justement ces pays qui sont un peu soumis à ce microclimat plus favorable, c'est lesquels, Robert Ejnès? Vous les avez vus comme moi à la conférence du président Donald Trump, de manière assez surprenante. Le président Donald Trump qui fait sa conférence sur le plan du siècle, le deal du siècle, et tout d'un coup, vous voyez les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, etc. Et on sait bien que l'Arabie Saoudite n'est pas loin. Nous avons reçu au CRIF la semaine dernière l'ambassadeur d'Égypte pour lui demander ce qu'il pensait, puisque bien entendu ces plans ne sont pas faits sans un pays aussi important que l'Égypte. Bon, les commentaires restent tout à fait réservés. Bon, ils sont pas tout à fait favorables, mais ils restent quand même réservés et on s'aperçoit que beaucoup, effectivement, se taisent plutôt que de critiquer. Alors, on va revenir à Israël, bien sûr. Centralité d'Israël dans nos imaginaires, surtout à l'approche de ces élections très importantes.
Mais un mot quand même, encore une fois, de la région, du contexte global. Vous avez l'impression qu'un certain nombre de puissances arabes, disons hypocritement, font semblant pour leurs opinions publiques de pas avoir été consultés par Trump et son entourage, et Jared Kushner et Berkowitz, mais qui en fait, ils étaient plus dans la boucle qu'ils ne le disent. Je crois qu'ils le disent de plus en plus. Il y a pas de. Ils étaient dans la boucle. Ils étaient dans la boucle. Tout le monde a été dans la boucle. On a bien vu les pérégrinations de Kushner dans le Moyen-Orient, et on sait bien que tous ont été consultés. Alors ils sont d'accord, pas tout à fait d'accord, ils ne peuvent pas le dire, mais globalement ce plan a fait l'objet non, peut-être pas d'un consensus, mais en tout cas d'une interrogation, d'une consultation globale. Et ça voudrait dire donc qu'en réalité, il y a maintenant un mûrissement des esprits dans une partie du monde sunnite pour que le rapprochement et peut-être un jour la paix avec Israël soit entériné et officialisé. Mais on l'espère. Rappelons quand même que cette année font 40 ans de paix avec l'Égypte et de paix non interrompue. C'est quand même quelque chose dont il faut parler. 25 ans de paix avec la Jordanie. Donc ce sont quand même des relations internationales importantes qui portent et qui continuent de vivre de manière tout à fait positive. Alors il y a bien sûr, dans la paix comme dans n'importe quel couple, il y a des tensions. Mais en attendant, le système tient, et je pense qu'il doit nous interpeller, il doit nous donner confiance dans l'avenir. Alors vous êtes un des responsables communautaires importants, tous nos auditeurs vous connaissent, vous êtes, on le disait tout à l'heure, directeur exécutif du CRIF notamment, donc à la tête de l'institution représentative de l'ensemble des institutions juives de France. Vous êtes un des principaux bras droits de son président Francis Khalifa. Vous avez une ligne très claire d'ailleurs, qui est une ligne républicaine, de rassemblement républicain au CRIF, qui n'est pas une ligne politicienne mais qui est une ligne idéologique très affirmée sous la présidence de Francis Khalifa. Est-ce que vous êtes inquiet pour le sort des Juifs de France aujourd'hui, qui paraît d'une certaine manière plus incertain que celui à bien des égards d'Israël ? Je suis inquiet pour une partie, comme Francis Khalifa, comme on l'est au CRIF, pour une partie des Juifs de France que l'on voit migrer des territoires perdus de la République. C'est pas qu'un sujet récent, c'est un sujet dont on parle depuis 2002, des territoires perdus de la République. Ce qu'on appelle l'alia interne, parfois. L'alia interne, on parle maintenant des territoires conquis par l'islamisme. On voit quand même en sémantique comment on a évolué d'un point à l'autre, et on sait que les populations juives, mais pas que, c'est-à-dire que les populations non islamistes sont en train de migrer vers des zones où l'on peut vivre tranquillement. Alors parlons des Juifs, où on peut vivre tranquillement son judaïsme. Et l'Ouest parisien, on le voit avec les constructions qu'on est en train de bâtir, que ce soit dans le 17e arrondissement, dans le 16e arrondissement, à Levallois, à Boulogne, à Neuilly, on voit s'éclore des projets communautaires qui montrent bien que la vie communautaire est en train de se développer. Alors elle se développe pas ex nihilo, elle se développe bien parce qu'il y a des nouvelles populations qui arrivent dans ces communautés, et ces populations, elles arrivent effectivement de zones en France, que ce soit en région ou que ce soit en banlieue, qu'elles sont obligées d'abandonner pour venir dans des zones dans lesquelles effectivement on vit bien son judaïsme, mais où néanmoins on a un sentiment d'insécurité. Alors il y a deux villes qui sont, qui semblent en tout cas être dans la banlieue proche, des points de ralliement aujourd'hui des communautés juives, à l'est de Paris, Saint-Mandé, dans le département du Val-de-Marne, et à l'ouest de Paris, votre ville, donc Boulogne-Billancourt, qui devient vraiment un des foyers importants de la présence communautaire dans le tissu urbain francilien. Comment vous l'expliquez, ça, globalement ? Je crois qu'on a une attractivité, comme je le disais, une attractivité d'abord économique, politique, sociale, qui fait que la ville est en plein développement. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est une ville d'un peu plus de 110 000 habitants. C'est une ville de plus de 120 000 habitants aujourd'hui, avec les nouveaux quartiers, les anciens quartiers Renault. C'est une ville jeune, c'est la ville de France la plus diplômée, donc on comprend aussi l'attractivité pour la population juive. C'est une ville dans laquelle la communauté juive organisée est importante par le nombre de ses associations, par la vie tout simplement associative qui existe, et aussi bien entendu par l'école Maïmonide, qui est une des plus grandes écoles de la région parisienne avec 1300 élèves. Absolument. Alors Maïmonide, vous connaissez bien, vous êtes à Boulogne vous depuis de nombreuses années déjà. 35 ans. Voilà, vous êtes un ami de Boulogne de 30 ans, de plus de 30 ans. Vous y êtes heureux vraisemblablement, puisque vous avez décidé en plus de donner une impulsion supplémentaire au développement du tissu communautaire
communautaire de Boulogne-Billancourt. Et le grand projet que vous portez, il est fabuleux. Hein. J'ai d'ailleurs sous les yeux la brochure que vous m'avez donnée le concernant. C'est évidemment, certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler, mais n'en connaissent pas les détails. Le Centre culturel juif de Boulogne-Billancourt, dont vous êtes en train de porter la formation. Si j'ai bien compris, il se situera au 43 rue des Abondances. Non, ça c'est l'adresse de la synagogue. Ah, pardon, ok. Le nouveau sera à l'angle des rues Marcel Dassault et d'Anjou. Voilà, donc derrière, que les auditeurs qui habitent Boulogne me pardonnent. Moi, j'habite pas Boulogne, hein, donc je suis pardonné, j'espère. C'est quel genre de quartier? C'est entre la place Marcel Samba et la porte de Saint-Cloud. Et si vous deviez qualifier le quartier, vous diriez quoi? C'est Boulogne-Sud, c'est le sud de la ville. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce projet? Alors, la brochure était effectivement très belle. Vous avez effectivement fait aussi une sorte de récapitulatif de la présence juive à Boulogne. On peut dire que ça date de quand, justement, la présence juive à Boulogne, elle est à peu près 120-130 ans. 120-130 ans. Sauf aujourd'hui, c'est le judaïsme. En fait, elle remonte plus exactement en 1870, ce qui nous donne un peu plus, c'est la guerre de 1870 qui ramène les Juifs d'Alsace vers la région parisienne et qui commence à sortir de la ville de Paris pour s'installer dans les banlieues limitrophes. Voilà, à l'époque d'ailleurs il y avait une commune libre d'Auteuil aussi qui jouxtait la commune de Boulogne, et puis après ça a été englobé dans le 16e arrondissement au moment du redessin des frontières haussmanniennes de la ville de Paris. Est-ce qu'on peut dire que Boulogne c'est un peu une sorte de prolongement du 16e pour ceux qui veulent plus d'espace vert? Je crois que Boulogne a sa personnalité propre. D'accord. C'est-à-dire que on est vraiment dans une ville particulière qui a sa propre personnalité. Donc la communauté, elle s'est développée quand elle a eu une 50aine de familles de manière organisée, un petit oratoire. Elle a décidé de construire sa synagogue. Sa synagogue a été inaugurée en 1911. Oui. Elle avait la chance, la communauté juive de Boulogne de l'époque, d'avoir sur la commune le château Rothschild, oui, où habitait le baron Edmond Rothschild, à l'époque président du consistoire. Ouais. Donc c'est lui et son épouse qui se sont occupés de la construction, notamment son épouse Adélaïde, et ils ont construit la synagogue, qui est très belle, la synagogue de Boulogne, qui a été inaugurée en 1911. Donc là aussi une vraie personnalité, parce que quand on évoque le baron Edmond Rothschild, c'est deux histoires. C'est en même temps l'histoire, l'attachement au judaïsme français, au consistoire, donc puisqu'il en était le président, mais c'est aussi l'attachement à Israël, puisque c'est lui le financier du Yishuv, le développeur de l'agriculture en Israël, etc. Donc on a gardé cette identité qui est en même temps une identité très attachée à la France, à la République, et en même temps une identité très sioniste, très tournée vers Israël. À combien de familles on évalue aujourd'hui la communauté sur la commune de Boulogne-Billancourt, Robert? On estime à 17 000 le nombre des Juifs à Boulogne. D'accord, donc 17 000 sur une population de 120 000 habitants, ouais. C'est une communauté, disons, très représentative. C'est une communauté importante sur la ville, qui joue son rôle, une communauté totalement intégrée à la ville, c'est-à-dire que elle est de tendance, je dirais, consistoriale, qu'on dirait dans le monde moderne orthodoxe, donc attaché aux valeurs de la tradition, mais attaché aussi aux valeurs de la République, de la laïcité, etc. Voilà, la conciliation entre la modernité républicaine et l'attachement à un certain nombre de traditions religieuses et culturelles du judaïsme. Alors, on pourrait vous dire, là, je vais me faire l'avocat des diables, on pourrait vous dire, oui, mais quand même, attendez, en raison de la proximité géographique de Boulogne-Billancourt avec Paris, en raison de son inscription dans un département des Hauts-de-Seine qui est, qu'on le veuille ou non, et c'est pas du tout une injure contre les Hauts-de-Seine, mais une sorte de périphérie immédiate des quartiers centraux de Paris, est-ce que c'était bien nécessaire de construire une sorte de grande merkaz Torah culturelle du judaïsme boulonnais? Alors c'est une excellente question et à laquelle j'ai répondu en disant qu'on était d'une tendance consistoriale moderne orthodoxe. C'est vrai que vous n'êtes pas aussi loin que Montmorency ou que Créteil. Mais l'orthodoxie et l'attachement aux valeurs de la tradition... Il faut se rapprocher du micro. Pardon. L'orthodoxie et le rapprochement aux valeurs de la tradition nous amène à avoir la nécessité d'une synagogue où on peut aller à proximité. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent à la synagogue, pas tous,
mais la plupart des gens qui viennent à la synagogue, ils viennent à pied. Donc on a une zone, comme on dit en commerce, de chalandise, qui nécessairement est de 2-3 kilomètres autour du lieu. Et c'est pour ça qu'on avait un besoin, déjà pour la synagogue, d'installation. C'est ça. Vous pensez qu'ils pouvaient pas aller, par exemple, à Auteuil, comment dire, au siège du centre Edmond-Safra, ou pousser en voiture jusqu'au centre communautaire de Paris 10e, c'est trop loin, non, tout ça. Là, justement, là, si on parle de la synagogue, on parle en voiture. D'autre part, sur le plan culturel, puisque la dimension religieuse n'est qu'une des dimensions du nouveau centre. Absolument. Sur la dimension culturelle, on s'aperçoit que l'Ouest parisien a effectivement besoin, parce qu'il y a une concentration de population juive importante, de centres culturels pour réunir les populations à proximité. Alors justement, Robert, on vient au cœur du sujet parce que c'est passionnant. Vous avez expliqué les raisons pour lesquelles ce projet vous tenait à cœur et pourquoi vous avez tout fait pour l'imposer. J'imagine que c'est pas facile. D'ailleurs, il faut trouver un terrain, il faut s'entendre avec la mairie, faut ensuite avoir des financements. Tout ça n'est pas from scratch, naturellement. Vous y êtes employé depuis plusieurs années. C'est quoi votre projet culturel spécifique quand vous serez à la tête de ce très beau centre? Il s'annonce comme beau, même le bâtiment est beau. On se architecturalement, je trouve c'est joli. Ouais, on se croirait un peu dans le quartier de la Knesset à Jérusalem. C'est très beau. Il y a de ça. Ça évoque Israël. C'est une sorte aussi de pont jeté avec la société israélienne en plein Boulogne. C'est quoi votre projet culturel? Donc bientôt à la tête de ce centre. Le projet, il est de pouvoir réunir les populations juives, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, quelle que soit leur orientation religieuse, culturelle, etc. On sait aujourd'hui que ce n'est pas par la religion. Par la religion, on attire des gens qui ont un acquis religieux, une connaissance, qui connaissent les codes, qui veulent venir à la synagogue, etc. On sait aussi que la majorité de la population ne répond pas à ces critères-là, et donc on a besoin de leur ouvrir la possibilité d'ouvrir toutes les portes pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la communauté organisée. Toutes ces portes, c'est la synagogue, bien entendu, le centre communautaire pour toutes les activités qui concernent le sport, les enfants, tous les arts, etc., qui fait un très bon job à Boulogne, qui s'appelle le CCIBB, qui est une autre organisation dirigée par Marc Soussan et qui réussit très bien, mais également Emouna pour les femmes, également pour Imland pour les enfants, également le Bnei Brit, et je vais en oublier, les EI et le Bnei Akiva pour les enfants. Donc tout cela vont être réunis, mais en plus de tout ça, un vrai programme culturel pour effectivement, alors avec un double but, d'abord d'attirer ces juifs culturels qui sont attirés parce que il y a de la culture juive, ça peut être des écrivains, ça peut être des concerts, ça peut être de la peinture, ça peut être toute la culture, tout ce que porte la culture, la philosophie, de manière à pouvoir discuter, et aussi une fenêtre ouverte sur l'extérieur. C'est-à-dire que nous devons être ouverts vers l'extérieur, malgré les consignes de sécurité, vous connaissez bien. On doit absolument être aussi une fenêtre ouverte pour dire ce que nous sommes et dire ce que nous avons, ce que nous apportons et ce que nous allons apporter au monde. Alors, est-ce que vous avez déjà en tête, Robert Egenès, des cycles, peut-être de conférences, de rencontres, des vernissages d'expositions, peut-être aussi des projections de films qui vont faire un peu l'actualité, j'allais dire presque quotidienne, de la vie juive à Boulogne? Alors, il y a déjà tout un programme culturel qui commence à être monté. Vous pouvez nous en dévoiler certains, disons, fils rouges? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs expositions de peinture, anciennes, nouvelles, il y a des concerts, il y a des concerts, j'ai rencontré un chef d'orchestre récemment qui fait des concerts à partir des partitions écrites par des musiciens de la Shoah. C'est-à-dire des gens qui vivaient pendant la Shoah et qui ont écrit des musiques qui n'ont bien entendu pas été jouées à l'époque, qui n'ont pas été jouées après. Donc il remet dans l'actualité ces musiques. Je crois que c'est quelque chose de très important sur lequel on veut donner une exposition. On a aussi les violons de l'espoir que j'espère faire venir à la scène musicale, puisque bien entendu on va travailler dans les murs et hors les murs. Dans un centre culturel, c'est bien naturel. Bien sûr. J'ai discuté récemment avec nos amis de l'Écuge de mettre dans ce centre, puisqu'il est pratiquement adossé à l'université de Paris 8e de psychologie, un centre Elie Wiesel. On a aussi décidé... Voilà, le centre Elie Wiesel sera donc doublé, il sera à la fois à l'Écuge et il est aussi à Neuilly, et il sera aussi à Boulogne, parce que je crois qu'il apporte quelque chose au monde en termes d'éducation. Les conférences, on s'aperçoit qu'on est
plusieurs dans Paris à organiser des conférences, eh bien, ces conférences peuvent être dédoublées, peuvent être, notamment quand on fait venir des gens de l'étranger ou de l'extérieur. Alors, j'allais vous poser, moi-même, j'en organise, je m'occupe d'une revue, comme la règle du jeu, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et c'est pas une critique, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que à Paris et dans l'Île-de-France, proche de Paris, il y a une offre, j'allais dire déjà pléthorique, en général, et dans le monde juif en particulier? Est-ce qu'on risque pas d'atteindre un niveau peut-être de saturation par rapport aux capacités réelles de disponibilité de nos publics? Je crois qu'au contraire. Il faut travailler par capillarité, il faut travailler en se rapprochant des populations. D'accord. Il suffit pas d'organiser quelque chose de grand pour penser que tout le monde va y venir. Évidemment. Et il faut, au contraire, organiser des choses dans les quartiers, dans les régions, pour être sûr que, effectivement, la parole va passer, que les informations vont être transmises au public. Vous le savez comme moi, les gens se déplacent plus facilement à proximité de chez eux dans un lieu qu'ils connaissent que de traverser Paris un soir d'hiver pour aller écouter une conférence. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Il faut vraiment le vouloir. Est-ce que vous avez aussi des stars qui vont venir, une programmation en termes musical, par exemple, qui va être particulièrement attractive pour le bassin de population des Hauts-de-Seine? Alors, on a des stars qui viennent, notamment, c'est mon ami Elie Korchia qui les organise avec le CCJ 92, puisque récemment on a reçu Michel Fugain, on avait reçu d'autres artistes, toujours de premier rang. Dans la communauté de Boulogne, alors, avant achèvement du bâtiment. Oui, bien sûr, avec le CCJ 92, dans la communauté de Boulogne. Et hors les murs. Encore une fois, je crois que le centre, c'est quelque chose de visible, mais qu'il faut savoir travailler hors les murs avec la ville, avec le département, avec la région, ce que nous nous attachons à faire aujourd'hui. Alors là, il y a une dimension religieuse, bien sûr, dans le projet aussi, faut pas se leurrer. C'est qui les rabbins, justement, qui vont vous accompagner dans le déploiement de la vie religieuse de Boulogne à partir de l'année prochaine? Alors, on a d'abord un rabbin de Boulogne, qui est le rabbin Kassabi, le rabbin Didier Kassabi, que vous connaissez, qui est le rabbin de Boulogne et qui a vocation à rester rabbin de Boulogne, donc des deux lieux de prière comme il l'est aujourd'hui, parce qu'il y a un petit lieu de prière qui a été ouvert à proximité de ce lieu. Mais bien entendu, le projet, c'est de recruter rapidement un rabbin qui sera responsable de cette communauté. Il faut savoir que cette communauté, d'abord, elle existe. Elle réunit chaque Shabbat plus de 150 personnes et qu'elle va simplement déménager d'un petit local en location dans une synagogue digne de ce nom, dans ce centre culturel. Dans ce centre culturel. Et alors, quelles vont être, vous disiez, donc l'orthodoxie, moderne orthodoxie, pour reprendre le terme de nos amis américains. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi du débat de fond, il y aura aussi des cours de Torah, il y aura aussi du pile-poule à tous les étages, et puis peut-être aussi, j'imagine, une dimension culturelle. Vous allez rappeler aussi la grande liturgie, grande liturgie française, orthodoxe. Tout ça aura sa place, j'imagine, dans le Merkaz HaTorah de demain. Bien sûr, mais je vais vous donner, donc bien entendu, il y aura des cours aussi diversifiés que possible, des cours de Torah et de la discussion. Voilà. Je vais vous donner une anecdote intéressante. Au moment de la construction, et vous avez le plan sous les yeux, au moment de la construction de la synagogue, de la disposition de la synagogue, la question s'est posée, mais où sont les femmes? Grande question dans l'orthodoxie, où sont les femmes dans les synagogues? On va dire qu'ils déchirent le judaïsme orthodoxe en général, d'ailleurs. Peut déchirer le judaïsme orthodoxe en général, mais à partir du moment où on a acté de la séparation entre hommes et femmes, reste posée la question, où sont donc les femmes? Absolument. Et donc, vous avez les tenants de les femmes doivent être à l'étage, les tenants de les femmes doivent nécessairement être derrière, ou le projet qui a été choisi dans le cadre de notre synagogue du Centre culturel juif de Boulogne, les femmes sont sur le côté, donc, et sur toute la longueur de la synagogue, jusqu'à devant les halles, de manière à bien montrer effectivement que séparation ne veut pas dire relégation. Relégation, absolument. Ça, c'est très important. Quelle est la place, justement, on va dire, active dans la réalisation de ce projet qui est formidable, il faut bien dire. Quelle est la place, justement, des femmes de Boulogne, des femmes de la communauté juive de Boulogne? Est-ce que c'est une communauté, disons, pour le dire d'un mot, Robert, extrêmement paritaire? Disons qu'on a des femmes, on a 4 femmes, je crois, au conseil d'administration, dont notre secrétaire général, Séverine Sebag.
Donc les femmes ont une place tout à fait importante. Oui. Elles ont joué un rôle parce que le centre culturel, et je veux attirer votre attention là-dessus, a fait l'objet d'énormément de concertations, d'énormément de discussions au sein de la communauté. C'est-à-dire que je porte un projet qui est en réalité le projet de toute une communauté. Ça, c'est très bien. Et comme on l'a vu dans le depuis plusieurs années, j'imagine. Depuis des années. On est d'accord. Et donc toute cette concertation, elle a été faite avec les membres de la communauté, hommes et femmes, et je crois que les femmes ont joué un rôle peut-être plus important que les hommes en termes de réflexion, en termes de conception, en termes de préparation. Alors Robert, on souhaite bon courage à l'achèvement de ce projet. Donc rendez-vous prochaine Hanouka. Vous reviendrez évidemment nous en parler à Judaïk FM. J'aimerais qu'on finisse avec un conseil culturel au choix. Hein. Est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a une pièce de théâtre ou un concert ou un CD que vous aimeriez particulièrement recommander aux auditeurs de Judaïk FM en ce vendredi matin? Alors je vais vous dire, j'ai assisté cette semaine avec le KKL au concert d'Idan Reichel pour Toubi Shvat. La semaine dernière. La semaine dernière. Et je dois dire que dans une salle remplie, de voir cette énergie positive portée par le Idan Reichel Project, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est inspirant pour l'ensemble de la communauté juive. Et j'invite effectivement les gens à le regarder parce qu'on le trouve très facilement, à écouter les musiques du Idan Reichel Project. Alors, corollaire de cette question, qui sont les artistes israéliens que vous allez préempter pour qu'ils viennent à Boulogne dès que vous ouvrirez le centre? Pour l'instant, la liste est trop longue. La liste est trop longue. Mais alors, disons une shortlist, Robert. Très difficile à répondre. Il y aura Idan Reichel, il y aura des artistes, il y aura des peintres, il y aura des. Ouais. On a déjà identifié des gens, mais je préfère garder cette liste. Je vous promets, la prochaine fois que je viendrai pour l'inauguration, je vous donnerai la programmation culturelle. Ah oui, ça il faut. Et vous verrez que sur un an, il y aura déjà énormément de projets. Mais pour l'instant, c'est vrai que votre prudence est celle aussi d'un politique. Vous voulez pas donner l'impression de donner la préférence à certains au détriment d'autres. Et je veux surtout garder l'effet teasing. Non, je veux garder aussi l'effet communautaire, le fait de faire choisir l'ensemble des membres de ma communauté pour que ce soit et que ça reste, et j'insiste là-dessus, le projet d'une communauté et non pas le projet de quelques-uns. Alors, ultime question, il nous reste 1 minute au micro de Judaïk FM, Robert Egenès. À Boulogne, quelle sera la place des intellectuels? Elle a une place de premier rang. La place des intellectuels, elle est juste derrière la place des enfants. Voilà qui va leur plaire si Alain Finkielkraut et nos amis nous écoutent. Merci Robert Egenès d'avoir fait un tour par Judaïk FM. Vous reviendrez de toute façon nous parler de ce très beau projet que vous portez et qui est en cours d'achèvement d'ici donc Hanouka de la rentrée prochaine. C'est le Centre culturel juif de Boulogne-Billancourt, votre ville depuis 35 ans. À très vite Robert. Merci beaucoup Alexis. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïk FM présentée par Alexis Lacroix.